Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais parler d'une expérience qui montre que la théorie des marchés efficients est une supercherie. On va aussi parler des dividendes, de est-ce qu'il faut privilégier la qualité du business ou bien la qualité du management. Et pour faire tout ça, je vais me baser sur des passages que j'ai surlignés dans des livres d'investissement. Parce que ce que je fais quand je lis un livre, c'est que je les lis sur Kindle, ensuite je surligne directement sur la Kindle, et ensuite c'est synchronisé avec l'appli Readwise, donc que je paye, mais c'est quasiment gratuit, je crois que c'est à peine 10 euros par mois. Et comme ça, tous les jours par email, il m'envoie une newsletter comme ça, avec 5 passages que j'ai surlignés, et ils utilisent la répétition espacée, donc de manière à optimiser la mémorisation. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour mémoriser ce que je lis. Je fais pas tout ce qui est écrire des résumés, prendre des notes et tout, ça prend. J'avais essayé, mais ça prend trop de temps. Donc voilà, je fais rien de tout ça, je me contente de surligner sur ma Kindle quand je lis, et puis je reçois tous les jours automatiquement 5 highlights au bon moment pour que je mémorise bien. Donc comme ça, j'ai juste à lire chaque jour un email comme ça. Et puis aussi le deuxième point sur la mémorisation de ce qu'on lit, c'est que souvent les gens disent qu'ils retiennent rien de ce qu'ils lisent parce qu'ils sont pas capables de réciter ce qu'ils ont lu, de répéter. Mais c'est juste que le cerveau marche pas comme ça en fait. En vrai, on s'imprègne plus de l'information et elle ressort quand on en a besoin. Donc le deuxième point, c'est aussi qu'il faut faire confiance à son cerveau. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc la première citation, donc c'est dans le livre Pour Charlie's Almanac, donc un livre sur Charlie Munger, et il nous parle d'une expérience qui a été faite par le professeur Colin Kemmerer de Caltech, qui fait de l'économie comportementale, et il a fait une expérience dans laquelle des étudiants à haut QI, donc des étudiants très intelligents en tout cas au sens du QI, donc avec beaucoup on va dire, de puissance cérébrale, donc ce que mesure le QI, et on les a fait jouer avec du vrai argent, et on leur a donné la possibilité d'investir dans un actif fictif dont la valeur intrinsèque était connue à l'avance. Donc on leur a dit par exemple l'action, voilà, on a inventé une action bidon, et on a dit cette action, elle vaut par exemple 100 dollars, et surtout à la fin de l'expérience, l'action sera revenue ou aura atteint sa valeur intrinsèque, donc en l'occurrence on va dire de 100 dollars. Et donc il a recréé comme ça une situation de marché fictif, donc dans lequel les étudiants pouvaient s'échanger l'action entre eux, ils pouvaient se l'acheter et se la revendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des étudiants qui ont acheté l'action au-dessus de sa valeur intrinsèque, dans l'espoir de pouvoir la revendre encore plus cher avant la fin de l'expérience. Et sachant que je rappelle que c'était du vrai argent. Donc cette expérience, elle montre que les humains sont plus émotionnels que rationnels, et qu'il y a vraiment un instinct de gambling, quoi. Donc un instinct casino, ou l'instinct de faire des paris, qui est inscrit fortement dans l'humain. Parce que là, on a recréé une situation qui est similaire au marché boursier, mais en pire, puisqu'en plus, là, la valeur intrinsèque, elle était connue à l'avance. Et malgré ça, malgré une certitude sur la valeur intrinsèque de l'action, et en plus une certitude sur le fait qu'elle sera à cette valeur intrinsèque-là à la fin de la journée, et en jouant du vrai argent, les gens ont quand même cherché à l'acheter plus cher en se disant « je trouverais bien quelqu'un pour me le racheter encore plus cher avant la fin de la journée » et pouvoir faire une plus-value. Et donc ça va totalement à l'encontre de la théorie des marchés efficients, qui est souvent utilisée comme argument par ceux qui disent que c'est impossible de battre le marché, puisque toutes les informations disponibles sont incluses dans les prix, et puisque tous les participants sont parfaitement rationnels. En réalité, c'est pas le cas du tout. Et ici, il y a une petite conclusion de Charlie Munger lui-même sur cette expérience. Donc il dit que maintenant, ce que je vais prédire avec confiance, c'est que malgré cette expérience, enfin malgré le résultat de cette expérience, la plupart des professeurs d'économie et de finance d'entreprise qui continuent à croire dans l'hypothèse des marchés efficients vont conserver leur opinion originale, donc vont continuer à croire dans cette théorie des marchés efficients. Et si c'est le cas, ça montrera encore à quel point les personnes intelligentes peuvent être irrationnelles quand elles sont influencées par des tendances psychologiques. Et donc être intelligent au sens du QI, ça immunise pas contre les biais psychologiques, contre l'irrationalité, les émotions, etc. Donc voilà pour le premier extrait qui vient de Pour Charlie's Almanac. Ensuite, deuxième screen. Alors là, cette fois-ci, ça vient de Common Stocks and Uncommon Profits, qui est un livre de Philip Fisher. Donc Philip Fisher, c'est un des deux mentors principaux de Warren Buffett, avec Benjamin Graham. Et on dit qu'en gros, au début de sa carrière, Buffett était principalement influencé par Graham, mais que dans la deuxième partie de sa carrière, il a plus été influencé par Philip Fisher quand il s'est passé la qualité des entreprises dans lesquelles il investit avant le prix. Donc là, c'est un passage sur les dividendes où il dit que si on a notre argent investi dans les bonnes actions, dans le bon type d'action, alors c'est mieux si ces entreprises, elles peuvent elles-mêmes réinvestir leur propre cachot dans le business, plutôt que de nous verser des dividendes qu'on devra ensuite réinvestir nous-mêmes ailleurs. Donc ça, c'est pour rappeler que déjà, quand on investit dans une action, en fait, on délègue la gestion de cette partie de notre argent au CEO
de cette entreprise-là. C'est juste qu'au lieu d'investir dans un fonds qui va investir dans plusieurs boîtes, on investit dans une boîte spécifiquement. Mais ensuite, concrètement, le CEO, son rôle, c'est de gérer notre capital, donc de faire ce qu'on appelle de l'allocation de capital, donc de décider si pour faire croître au maximum la valeur de l'action, est-ce qu'il vaut mieux réinvestir dans telle ou telle opportunité, est-ce qu'il vaut mieux faire des acquisitions, est-ce qu'il vaut mieux rembourser la dette, est-ce qu'il vaut mieux faire des rachats d'actions, etc. Et donc si on arrive à trouver ces entreprises-là et ces CEO-là, bon, au final c'est mieux pour nous qui se débrouillent avec notre argent et qu'on ait moins de décisions à prendre. Et puis c'est aussi pour rappeler que les intérêts composés, on en profite encore mieux quand l'entreprise réinvestit elle-même, plutôt que quand elle nous verse un dividende, qu'ensuite on va devoir réinvestir. Et après, par contre, il ne faut pas aller dans l'extrême opposé et se dire qu'on évite à tout prix les boîtes qui versent des dividendes, parce qu'il y a des entreprises qui sont souvent les entreprises qu'on appelle asset light, qui arrivent à avoir de la croissance tout en générant trop de cash par rapport à leurs possibilités de réinvestissement. Et donc ces boîtes-là, c'est qu'elles ont souvent des croissances à 2 chiffres pendant longtemps, tout en ayant la possibilité de verser pas mal de de redistribuer pas mal des cash flows aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou de dividendes. Donc c'est par exemple les Visa, Mastercard et tout ça, hein, les classiques. Donc en conclusion, ma position moi sur les dividendes, c'est surtout que on s'en fout tant que l'entreprise a des ROCE élevés et des croissances suffisamment élevées. Ensuite, qu'il y ait des dividendes ou pas, c'est quelque chose que je regarde pas et je dois avoir peut-être la moitié de mes actions qui en versent, la moitié qui en versent pas. Mais voilà, c'est pas du tout un critère pour moi. Ensuite, il y a un autre passage qui vient aussi de Pour Charlie's Almanac, donc le livre du premier extrait. Cette fois-ci, c'est sur la différence entre, est-ce qu'il faut privilégier la qualité de l'entreprise dans laquelle on investit ou bien la qualité du management qui gère l'entreprise dans laquelle on investit. Et il nous donne clairement la réponse, c'est qu'il faut privilégier la qualité du business et pas celle du manager. Très rarement, on va trouver un manager qui sera tellement bon que ce serait une bonne idée d'investir dans cette entreprise si c'est une entreprise qui est médiocre. Donc voilà, ça c'est un raccourci mental qui est pratique. Donc si on a le choix entre bon business, si on a un bon business avec un bon manager, c'est l'idéal. Si on a un business pourri, on hésite à investir dedans parce qu'on se dit que le manager, ils viennent de changer de management et ils ont un CEO qui est génial parce qu'il a fait ses preuves dans telle autre boîte. À ce moment-là, d'après Charlie Munger, vaut mieux se dire c'est la qualité du business qui prime et donc vaut mieux laisser passer. Et puis si on a des actions d'un bon business et qu'il y a par exemple un changement de CEO, pour un CEO qui est moins bon que le précédent, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a des chances pour que ce soit la qualité du business qui prime et que ce soit pas un signal de vente par exemple. Et le dernier extrait, c'est de Howard Marks dans The Most Important Thing. Donc, une bonne affaire, ça se trouve souvent dans des actifs qui sont impopulaires. L'argent reste à distance ou s'en éloigne et personne ne peut trouver une raison d'en posséder. Donc ça, c'est sur l'aspect psychologique et sur l'avantage d'être contrariant. Et aujourd'hui, si je me demande où est-ce que cette citation s'applique, donc des actifs qui sont impopulaires, avec l'argent qui en reste loin ou même qui s'en éloigne, et personne ne peut trouver de raison d'en posséder, je dirais que ça s'applique surtout en ce moment aux actions chinoises. Donc ça c'est un livre que j'avais lu il y a pas très longtemps et qui m'a rendu plus positif sur mon investissement dans Alibaba. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où personne n'en veut, c'est très sous-évalué, le sentiment est au plus bas. Il y a des personnes qui utilisent des expressions comme la Chine est ininvestissable ou non investissable, et souvent c'est des phrases qui sont plutôt bon signe. Pour l'instant, en actifs impopulaires sur lesquels j'ai fait un investissement qui a donné un bon retour, il y avait Meta, donc effectivement, pour l'instant, le meilleur investissement, c'est vraiment quand personne voulait de Meta en 2022, et vraiment tout le monde vendait, l'action a perdu 76% quand même, et pour l'instant, c'est mon meilleur investissement. C'est vrai que si je repense à d'autres cas connus, l'investissement de Warren Buffett dans Apple, c'était ça, hein, personne ne voulait de Apple en 2016, l'investissement de Terry Smith dans Microsoft, il y a plein d'exemples comme ça. Là-dessus, il faut juste faire attention à pas investir bêtement, à l'aveugle, et à quand même se demander pourquoi est-ce que les gens vendent cette action et essayer de déterminer est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est irrationnel, mais est-ce que le niveau de valorisation est tellement bas au point où ça dérisque l'investissement en question. Et on peut aussi prendre la citation à l'inverse et se demander que les moins bonnes affaires, c'est les actifs qui sont très populaires, avec l'argent qui va vers cet actif en masse et avec tout le monde qui trouve des très bonnes raisons d'en posséder. Donc écoutez, dites-moi en commentaire selon vous à quoi ça s'applique en ce moment. Et puis si vous voulez utiliser le site que j'ai développé, Graham, pour faire vos analyses d'actions, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!